Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Louis et Patrick. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, je m'appelle Patrick Leclerc. Je suis conseiller en sécurité applicative chez Beneva. Puis je suis aussi président du chapitre OWASP Ville de Québec. Salut, moi c'est Louis Nadeau, je suis directeur applicatif chez Bentley Systems en sécurité applicative, puis je suis vice-président pour OWASP Québec. Vous êtes venu présenter au Sécure le top 10, le nouveau top 10 de OWASP. Puis vous avez présenté les changements, les différents éléments. Fait que je vais commencer par question de base. Qu'est-ce que OWASP et à quoi ça sert d'avoir un chapitre à Québec de cette organisation-là? OWASP, c'est une organisation mondiale qui est à but non lucratif. Dans le fond, on est tous des bénévoles qui travaillent là-dedans, à part que peut-être 4-5 employés. Puis c'est une organisation qui est neutre, qui est indépendante. Ça veut dire qu'on n'est pas attaché avec des vendeurs. Fait que si vous voulez avoir une source pour les aspects de sécurité des applications, OWASP a beaucoup de matériel justement open source qui est accessible à tout le monde. La mission de OWASP, justement, c'est de permettre aux gens de comprendre c'est quoi le risque de sécurité des applications et de donner tout le matériel nécessaire pour aider les gens à prendre en charge la sécurité applicative, la sécurité de leur application. Le chapitre qu'on a à OWASP Québec, dans le fond, OWASP va avoir plusieurs chapitres à travers le monde. Puis notre mission, c'est de faire rayonner le message de la mission de OWASP. Puis nous, à l'intérieur de nos activités à OWASP Québec, on fait des conférences, on reçoit des conférenciers, on va discuter. On a aussi des ateliers où on va simplement discuter à propos de quelques problématiques. On a à peu près, normalement, des rencontres environ aux 2 mois. Puis dans le fond, c'est libre. Là, on n'a pas besoin d'être membre OWASP pour participer à nos activités. L'information est sur le site. L'information est dans le fond, si vous voulez voir notre programmation, là, vous faites googler OWASP Québec, puis vous allez voir le chapitre OWASP de la Ville de Québec. C'est ça, vous propagez la bonne nouvelle justement du développement sécuritaire. Le WASP est principalement connu pour son top 10 des problèmes. Ça a évolué dans le temps. Là, vous avez présenté la version 2021. Première des choses, qu'est-ce que le top 10, puis en quoi il a changé fondamentalement de sa version originale à comment il est maintenant et en quoi c'est rendu, à mon avis, c'est rendu un meilleur outil qu'on peut disposer, puis je vous laisse en parler un peu. Oui, le OWASP Top 10, en réalité, c'est un outil de sensibilisation. C'est pas un outil qui, où on va s'arrêter en sécurité applicative. Là, c'est vraiment un point de départ. Le but du Top 10, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur les 10 catégories de causes qui vont mettre les applications le plus à risque. Avant, quand on avait les premiers top 10, c'était davantage des vulnérabilités qui étaient présentées. Mais au fil des années, OWASP a fait des regroupements de plusieurs vulnérabilités, comme au départ, on pouvait parler d'injection SQL puis injection XML, mettons, séparées. Aujourd'hui, on va parler comme toute forme d'injection on va être regroupés ensemble. Fait qu'on parle de catégories de causes. Fait que, tu sais, on a eu, dans les dernières années, j'ai vu même des conférences que le monde nous disait, voyons donc, le top 10, c'est juste 10 vulnérabilités. Puis non, c'est pas juste 10 vulnérabilités. En réalité, c'est 10 catégories de causes de risques pour les applications. On donne un exemple, là, mais juste la première vulnérabilité, elle a genre 34 CWE qui sont dedans. Là. Fait que ça ne limite pas à seulement 10 vulnérabilités. Il y en a vraiment plusieurs qui sont mis là-dedans. C'est ça, c'est justement très intéressant que maintenant, ce soit des catégories de vulnérabilités et non juste des vulnérabilités comme dans les versions préliminaires, les premières versions.
Justement, c'est important de véhiculer ce message-là parce que, comme tu le mentionnes, les gens sont restés figés sur les très vieilles versions du top 10 qui ont énormément avancé depuis, qui sont rendus un outil encore beaucoup plus intéressant et versatile pour aider le développement en question. Puis justement, vous aviez adressé plusieurs aspects intéressants de tout ça. Un des aspects, c'est qui était on peut pas être conforme top 10 parce que ça sert pas à ça. Est-ce que vous pouvez justement détailler ce point-là? Exact. OS Top 10, c'est pas un standard. Hein? C'est comme on dit, c'est un outil de sensibilisation. Fait que, tu sais, pour que quelque chose devienne un standard, on doit pouvoir avoir des outils pour vérifier puis d'auditer quelque chose pour dire ben je respecte le standard. Mais dans ce cas-là, ben là, c'est ça, là, dans notre présentation, on parlait là, d'un outil, un standard OWASP là, qui est ASVS, qui lui peut servir justement à vérifier la sécurité d'une application. OK, très intéressant. Puis le top 10, comment il est bâti. Puis c'est un point intéressant parce que pour savoir comment sont arrivés à ce point-là, c'est savoir d'où sont tirées les informations, puis comment tout ça s'est amené jusque-là, va aider à comprendre la raison, puis d'ailleurs l'utilité de cet outil-là. Je vais juste dire un petit commentaire avant pour les puristes. Là. Oui, la dernière catégorie, c'est une vulnérabilité. Les SSRF, là, c'est la seule exception. Là. Vas-y, Louis. Ouais, ben ça pour la méthodologie un peu de comment c'est bâti le top 10. T'sais, tantôt, Patrick parlait qu'OWASP, c'était une organisation qui essayait d'être le plus neutre possible. C'est pour ça aussi qu'ils vont choisir une méthodologie qui essaie d'être le plus scientifique possible, qui est pas basée sur ce qu'une certaine compagnie va dire ou quelque chose comme. C'est pas basé sur la vente d'un produit non plus. C'est vraiment basé sur ce qui existe vraiment puis sur des données. Avec la façon que c'est fait, c'est qu'ils ramassent des rapports de la communauté, c'est des scans automatiques, des pentests manuels, ils vont normaliser les données, ils vont regrouper les CWE en catégories, après ça, ils vont faire des mesures sur la fréquence, ça c'est la probabilité, c'est des mesures sur les impacts de tout ça, puis comme probablement vous le savez, les risques, c'est les probabilités fois l'impact. Fait qu'en utilisant ces données-là, ils vont développer 8 des 10 éléments du top 10. Puis ensuite, pour s'assurer que le top 10 il est bon pour dans le futur, ils vont aussi faire analyser les votes de la communauté pour voir qu'est-ce que les experts pensent qui va être important dans le futur. Ça fait que le top 10, il peut perdurer un peu plus longtemps dans le temps parce qu'il y a des composantes qui viennent pas des données, parce que les données viennent du passé, mais c'est des composantes qui viennent plutôt de ce que les gens pensent qui s'en viennent. Cette prédiction-là n'est pas nécessairement aussi bonne que ce qui est basé sur les données, mais ça va quand même faire que le top 10 va être un peu meilleur dans le temps. Très intéressant. Là, on va peut-être avancer un peu dans le crunchy. Fait que là, il y a eu des différences entre cette version-ci et la précédente. Il y a eu des fusions, des regroupements, des changements. Est-ce que vous pouvez en parler de quelques-uns qui vous semblent les plus importants? Puis, en plus, comme vous l'avez fait pendant la présentation, donner des exemples réels dans le vrai monde de qu'est-ce que ça représente, ces différents éléments-là que vous allez remettre en lumière. Vite comme ça, quand on voit, il y a eu des regroupements de certaines vulnérabilités qui ont été faites. Comme le XML, le XXE, ça a été regroupé dans les Security Misconfiguration parce qu'en réalité, c'est le moyen de se prémunir de ce problème-là, c'était justement d'avoir une configuration où ce que le parseur est valide, qu'on ne va pas chercher des sources externes. Il y a le cross-site scripting, qui en réalité qui était une forme d'injection. Elle a été ajoutée carrément à la catégorie 3, qui est l'injection. Il y a eu le insecure désérialisation qui a été intégré dans le software and data integrity failure. Cela, moi, ça me rend pas mal triste parce que la désérialisation, c'était vraiment mon élément du top 10 préféré. C'était lui qui était le plus technique. Quand on essayait d'exploiter une désérialisation avec des gadgets, c'était comme un bon challenge à faire. Fait que j'aimais vraiment ça, mettons à l'interne, faire parler un peu de ce problème-là, puis faire des exemples, des choses comme ça. Techniquement, je trouve que c'est full intéressant. C'est triste, là, maintenant, il y a un peu moins de focus dessus parce qu'il a été mergé avec A8, là, mais je suis pas mal déçu que celui-là ait disparu.
Il y a eu aussi là, l'injection, dans le fond, ça l'a diminué. C'était la vulnérabilité la plus grande qu'on avait dans le top 10 2017. Puis une des raisons qui fait qu'on en a moins, ben, c'est probablement le message finit par être compris, mais aussi là, le monde utilise des frameworks des fois qui sont un petit peu plus résistants au type d'injection. Je vais faire une parenthèse justement sur l'injection. De mon expérience, c'est justement, puis tu sais, c'est plus le message rentre, les frameworks. J'avais eu un cas il y a quand même très longtemps, quasiment une dizaine d'années de ça. Il utilisait un framework pour interfacer avec la base de données. Puis, ils ont une place qu'ils n'utilisaient pas. Et la seule place qui était vulnérable, c'était juste où ils n'utilisaient pas le framework pour faire ça. Fait que si vous pouvez, puis ça, c'est mon conseil de vieux routier, si vous avez un framework qui fait la job à votre place pour vous protéger de l'injection, utilisez-le. C'est le meilleur moyen. Puis, il y a un des aspects, là, j'ai déjà été, comment dire, dans mon passé de consultant, là, il y avait une organisation qui ne comprenait pas qui devait se protéger de toutes les injections. Je faisais une petite job de dire j'en ai fait quelques-uns, là, mais c'est parce que ça n'en prend rien qu'une pour tout briser. Là. Fait qu'à chaque fois qu'il faisait des tests d'intrusion, ben, il se faisait éclater à chaque fois parce qu'il laissait tout le temps un autre chemin possible. Fait que dans le fond, ça n'en prend rien qu'une. C'est comme un cross-site scripting, là. Ça n'en prend rien qu'un pour faire du dommage. On doit s'assurer justement d'avoir une bonne hygiène, de valider les intrants puis d'encoder les extraits. Il faut être systématique, là, sinon. Puis si j'en reviens, il y a des nouveautés. Et puis moi, ben, ce que j'aime bien dans le nouveau top 10, c'est que la catégorie A4, le quatrième, c'est Insecure Design. Ça parle que, dans le fond, une des causes les plus importantes d'un risque d'une application, c'est de ne pas avoir pensé au modèle de menace de l'application. Puis d'avoir un design qu'en partant, là, il n'est pas bon. Il n'adresse pas les problèmes de sécurité. On ne parle même pas de vulnérabilité à ce moment-là, parce que c'est pas une mauvaise implémentation que j'ai faite. C'est que j'ai tout simplement pas implanté le mécanisme de sécurité que j'aurais dû. Fait quand on parle, anciennement, j'étais architecte logiciel, ben, c'est ça qui m'a fait tomber en sécurité applicative. C'est du moment que je me suis rendu compte que les applications que je faisais avant n'avaient pas les aspects de sécurité, puis pouvaient être abusées par des hackers. C'est ça qui a fait comme, non, il faut que j'intègre la sécurité dans toutes mes applications. Et vu que j'étais architecte, ben, je l'intégrais dès le départ. Puis, ben, je me suis rendu compte comme, c'est la solution pour développer des applications sécuritaires. C'est d'y penser déjà, c'est quoi le modèle de menace qu'on a, de quoi qu'on veut se protéger, puis comment on s'y protège. Fait que ça, c'était la nouveauté et c'est mon coup de cœur, là, comme je dirais, pour le Top 10 2021, c'est l'arrivée là, du terme Insecure Design. Puis dedans, là, si vous le lisez, il y a plusieurs pratiques, là, justement, qu'OWASP nous aide avec du matériel OWASP pour c'est quoi les éléments qu'on devrait regarder dans le design, dont le premier chapitre de ASVS. Il y a aussi Software and Data Integrity Failure qui est ajouté. Puis aussi la dernière, comme je parlais tout à l'heure, là, que c'est une vulnérabilité. Lui, c'est pas une catégorie, c'est le Server-Side Request Forgery. Puis ils l'ont intégré comme ça, là, tel quel, comme vulnérabilité, pour y donner de la visibilité. Mais il faut s'attendre qu'il va probablement tomber dans une catégorie à part entière dans les prochaines années. Oui, de toute façon, c'est important parce que ce volet-là, même au-delà de l'applicatif et du web, il est très important parce qu'on est en train de le voir au niveau des containers, par exemple, aussi, qui sont en train de faire ce genre de choses-là. Fait que c'est très important de conscientiser de façon large, ou le plus large possible, justement, qu'on peut faire exécuter des choses sur le serveur, puis qu'on ne veut pas que cette situation-là se passe, que cette application sert de pivot, justement, pour rentrer beaucoup plus loin, beaucoup plus de faire créer beaucoup plus de dommages. Toi, Louis, as-tu des volets un coup de cœur? Parce que là, j'ai aimé ça que, par exemple, dans un coup de cœur, tu as un coup de cœur, toi aussi, par rapport à ça, c'était un petit élément de tristesse, mais as-tu un petit... moi aussi, je suis triste qu'on ait perdu la désérialisation, mais en même temps, avoir un Secure Design puis les SSRF,
ça me dérange pas d'échanger un pour l'autre, là, parce que moi aussi, je suis vraiment content que le N-Secure Design est là, parce que c'est quelque chose de vraiment important de faire du threat modeling, puis de travailler sur le design et l'architecture sécuritaire avant de commencer, ça c'est certain. SSRF aussi, c'est intéressant, surtout quand tu parles de container. À mesure qu'on rajoute des containers, ben, ça augmente la complexité de notre architecture. Avec le fait d'avoir des microservices, des containers, dans les deux cas, pour l'N-Secure Design et SSRF, c'est des ajouts qui sont très pertinents là, parce que ça va aider à défendre dans des architectures de ce type-là. C'est peut-être pas la vulnérabilité aussi qui est la plus facile à se protéger, là. Il y a des conseils là, dans le top 10, justement, du matériel qu'on peut regarder dans la description. Mais c'est quand même, je dirais, complexe là, à s'assurer de tout se prémunir là-dedans. Là. Absolument. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu aimerais souligner sur le top 10 ou ça fait pas mal le tour de. Ça fait pas mal, je dirais que ça fait pas mal le tour. Là. OK. Fait que là, on va pouvoir justement parler, puis on a parlé plus tôt, l'Application Security Verification Standard. En quoi ça consiste et en quoi, justement, ça peut nous aider à aller plus loin que seulement le top 10? La SVS, dans le fond, ça a été bâti pour. C'est un standard de vérification. Fait que dans le fond, il y a genre quelque chose comme 300 contrôles différents. Puis ça va dire, mettons, vérifier tel aspect, est-ce que vous avez enablé HTTPS et tous les toutes sortes de vérifications comme ça. Toutes les vérifications qui sont, ou presque toutes les vérifications qui sont du niveau 1, dans le fond, c'est ça, je n'ai pas introduit, mais il y a 3 niveaux ASVS. Le niveau 1, c'est toutes les applications qui sont publiques. Le niveau 2, c'est toutes les applications qui devraient avoir une forme d'authentification pour protéger des données confidentielles, par exemple. Puis le niveau 3, ben, c'est réservé, mettons, plus pour les applications critiques. Qu'est-ce que vous en faites dans vos applications? Normalement, ben, si vous voyez que vous avez de l'information confidentielle, vous devriez tenter d'atteindre absolument le niveau 2. Puis s'il y a certains endroits qu'il y a des quick wins ou des moyens où ce que vous pourriez atteindre un niveau supérieur, il n'y a vraiment pas de mal à essayer de faire mieux. Mais définitivement, normalement, vous devriez commencer par faire le niveau 1 qui établit la base. Puis le niveau 1 peut servir justement lors d'un audit externe avec un pen test et peut-être quelques petites entrevues, là, mais on peut faire, on peut arriver à faire un audit de niveau 1 assez facilement, assez simplement. On peut utiliser l'automatisation aussi là-dedans. Le but des contrôles de niveau 1, c'est que on puisse en faire le plus possible de façon automatisable. Le niveau 2, ben là, c'est un petit peu plus compliqué à rencontrer. Dans le fond, qu'il va falloir peut-être regarder le code. Fait que c'est pas un niveau là, qui va être recommandé là, juste pour un audit externe. Là. Dans le fond, là, il va falloir commencer à regarder le code, d'avoir plus un white box. Sur l'architecture aussi, parce qu'on va poser des questions sur l'architecture. Super intéressant. Puis, c'est ça. Ce qui est intéressant de ça, c'est, oui, c'est un standard de vérification, mais nous, on l'utilise davantage comme un standard d'exigence, dans le sens que on va prendre chacun des checks, on s'en sert pour définir c'est quoi les exigences de sécurité que notre système doit respecter. Au lieu de juste le voir comme étant un élément de vérification, on le voit comme étant un gabarit, pas un gabarit, mais une source d'exigence de sécurité en fonction du projet, là, du niveau de sécurité qu'on a besoin sur le projet. Ben, on va décider c'est quoi les critères qu'on a à remplir, puis ça devient des exigences. Puis on s'assure après ça, en le contrôlant, que on a répondu aux exigences. Ah, c'est vraiment chouette d'avoir ce genre d'outil-là en main. Vous avez justement parlé d'un autre outil qui est le SAM 2, le SAM version 2, aussi qui est un outil qui peut servir justement à aider les organisations. Oui,
Dans le fond, tu sais, quand je parlais de ASVS, dans le fond, ASVS, on va le faire plutôt comme en mode projet, en mode système. Tu sais, dans le sens on va vérifier la sécurité d'un système. Par contre, avec SAM, qui est le Software Assurance Maturity Model, on va pas regarder la sécurité d'une application, on va regarder la sécurité de la machine à saucisse, là, dans le fond, le processus de développement qui prend toutes les applications. Fait qu'au lieu de vérifier seulement la sécurité d'une application, on va s'assurer on va essayer de mesurer la sécurité de notre processus de développement. Fait que peu importe le type de développement que vous avez, que vous soyez encore en waterfall ou que vous êtes rendu en CI/CD, tout ce que SAM va faire, c'est d'évaluer s'il y a des activités de sécurité que vous faites ou pas. Et en fonction de si vous faites l'activité ou pas, et tout ce qui est entre les deux, dans le sens au niveau de la complétude de l'activité, mais aussi à la fréquence que vous réalisez cette activité-là, ça va vous donner un pointage. Une chose que j'aime bien avec Sam comme ça aussi, c'est ça donne encore, on parlait de la neutralité d'OS, ça donne un argument qu'on va discuter avec notre management pour dire, il faudrait peut-être donner l'éducation des développeurs, ou il faudrait peut-être définir des standards de développement, ou il faudrait peut-être faire tel type de test. Souvent, tu sais, le manager peut poser des questions comme mais pourquoi il faudrait faire ça maintenant? Tandis qu'avec SAM, on peut avoir des templates qui s'appliquent pour différentes entreprises ou différents types d'industries pour dire à tel moment dans ta maturité, tu devrais faire ces activités-là, puis les autres, tu peux les skipper. Avec ça donne comme une façon de s'appuyer quand on n'a pas grand-chose pour s'appuyer avec notre manager pour essayer de justifier des investissements ou des choses comme ça. En utilisant un outil comme ça, des fois, ça peut se faciliter des discussions qui pourraient être autrement difficiles. C'est ça, Sam va nous aider à savoir par où qu'on commence. Si on veut faire de la sécurité applicative dans une entreprise, c'est par où qu'on commence. Est-ce que je vais commencer par faire de la révision de code? Non, il faudra peut-être que je forme mes personnes. Je peux pas commencer à rentrer dans mes développeurs qui n'ont pas fait du bon code puis commencer à réviser leur code si je leur ai pas montré c'était quoi les erreurs qu'il fallait se méfier avant. Fait avec SAM, vous allez, tu sais, il y a, puis en regardant les modèles par type d'industrie, en passant là, il faut regarder la SAM version 1.5 pour voir les types d'industrie. Je crois qu'elle n'est pas sortie encore en 2.0, mais éventuellement, là, c'est annoncé pour être sorti. Mais ça vous permet de vous comparer selon les types d'industrie. Tu sais, comme moi, Beneva, c'est une industrie de services financiers. Il y avait un template dans la version 1.5 de SAM qui dit dans une organisation financière, normalement, vous devriez essayer d'atteindre tel niveau selon le contexte des informations que vous transigez. Nous, on s'en sert comme étant une cible de dire on devrait atteindre ce niveau-là. Dans SAM, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau où ce qu'on dit je suis en mode réactif. Là. Le niveau 2, on est davantage dans la proactivité. Puis le niveau 3, on parle plus qu'on est davantage en maîtrise. En fonction, ça ne veut pas dire que dans SAM, là, il y a 90 activités qu'on peut intégrer dans le cycle de développement. Mais ça ne veut pas dire que dans votre contexte, vous en avez 90 à faire. Qu'est-ce qui va nous dire c'est quelles activités et à quel moment qu'on doit les faire? C'est justement à travers là, les roadmaps que SAM propose. Puis en fonction de le score que vous allez avoir lorsque vous allez faire le questionnaire d'évaluation et la cible que vous voudriez atteindre, dans le sens que vous voulez probablement peut-être juste être proactif, dans le sens que vous êtes capable de voir venir les coûts au lieu tout le temps les encaisser et être en mode réactif après, puis être sur la panique de faire tous les correctifs possibles. Si vous visez, mettons, comme la proactivité ou la maîtrise, vous allez voir c'est quoi les étapes que je devais faire avant pour pouvoir me rendre à ce niveau de maturité-là. C'est en ça que SAM est vraiment intéressant, c'est que ça va vous permettre d'avoir une idée de la maturité de sécurité que vous avez dans votre cycle de développement, d'identifier c'est quoi votre target, qu'est-ce que vous voudriez que votre processus de développement soit en matière de sécurité, puis de faire un roadmap
en plusieurs phases qui va vous permettre de vous rendre au target que vous vouliez et de vous réévaluer à chaque phase pour voir comment que j'ai fait dans la phase précédente. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il y a des éléments que je dois reconduire dans une phase prochaine parce que j'ai eu peut-être des échecs ou pas eu assez d'adhésion des développeurs? C'est ça que sert SAM. C'est vraiment... Je veux dire, SAM et ASVS, c'est vraiment deux flagships, deux projets flagships chez OWASP que ça vaut vraiment la peine là, de jeter un regard si vous voulez intégrer la sécurité dans la sécurité applicative dans votre organisation. Super intéressant. On va compléter avec ça. Je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour votre générosité d'avoir fait la conférence et d'avoir participé au podcast. C'est vraiment très apprécié. Puis je vais vous laisser le mot de la fin. Ça fait plaisir de participer à ça. C'est tout le temps plaisant, puis ça fait partie de notre mission de s'impliquer finalement, puis d'essayer de communiquer avec les développeurs puis les gens de la communauté de Québec. Fait que, on est tout le temps content de participer à des activités comme ça. Oui, c'est ça. Venez à nos rencontres là, au WASP. Tapez sur, comme je disais tout à l'heure, Google, OWASP Québec City, puis joignez-vous à notre communauté. Si vous avez des sujets de présentation, des questions, peu importe, on est vraiment une communauté d'entraide. Là. Fait que c'est vraiment pas péteux comme rencontre. Comment dire, on s'enfarge pas d'un fleur du tapis, on se jase comme si on prenait une bière ensemble. Super, mais merci beaucoup. Bienvenue, merci. Merci.